Au Méliès ce soir, merci d'accueillir Nicolas Philibert. Bonsoir. Je dis juste deux mots, mais pour dire à quel point, en entendant le palmarès du Festival de Berlin, on a juste sauté de joie quand même. De se dire que Nicolas, qui est non seulement à nos yeux un des grands documentaristes français, mais un ami du Méliès, on peut dire ça comme ça, trouvait une juste récompense à son travail. Et du coup, on était vraiment très contents. Voilà, j'avais juste envie de dire ça en préambule, parce que l'Ours d'Or pour un documentaire, je ne sais même pas si c'était déjà arrivé en fait. Oui. Si? C'était quoi le précédent? Fuoco Amare. Ah ben oui, de Gianfranco Rosi, Oui. autre ami du Méliès. En 2016. Oui, absolument. Qui est aussi un très beau film, pareil. Est-ce que tu veux dire un tout petit mot d'introduction? Ben, je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Chanter? J'ai rien préparé. Je suis content, très heureux de vous voir tous et toutes là. Et je crois que moins j'en dis avant, plus je pourrais en dire après. C'est vrai. Alors, bonne projection, à tout à l'heure. Il est hyper bavard après les films. Hein. C'est aussi pour ça, pour ceux qui ne sont jamais venus écouter un débat avec Nicolas. Merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nicolas Philibert. Qui n'est pas venu seul. Je suis venu avec du renfort. Je voudrais demander à Linda de Zitter de me rejoindre. Linda a cofondé l'Adamant avec d'autres soignants, des patients, des architectes spécialisés dans les constructions navales, flottantes. Elle y travaille encore. Et puis, tout au long de ces 3 années de travail, elle a été... nous avons beaucoup parlé ensemble tout du long, pendant que j'écrivais le projet, pendant le tournage, pendant le montage. Et voilà. Puisque vous avez les mains un peu chaudes, vous allez pouvoir commencer. Elle continue parce qu'il y a Céline Loiseau, la productrice, qui est là-bas dans le coin. Et Sarah Calfon, la distributrice des films du Losange. Alors, on va commencer un peu en douceur, parce que, évidemment, dans ta filmographie, ce film-là fait penser à un autre film qui est Le Moindre des Choses, La Moindre des Choses, où tu t'intéressais à Laborde, fameuse hôpital psychiatrique, je ne suis pas sûr qu'ils le définissent comme ça par ailleurs. Mais... Une clinique psychiatrique. Clinique psychiatrique. Et on y pense, y compris, j'allais dire, à cause de la dédicace initiale, parce que j'ai toujours pensé que La Moindre des Choses avait peut-être un rapport avec le moindre geste. Le film fait sur Deligny, et du coup, ta dédicace initiale est une adresse au spectateur, mais qui passe par la référence à Deligny pour pouvoir mettre en perspective ce rapport à la psychiatrie que le film va ensuite porter. Oui, alors La Moindre des Choses, Le Moindre Geste, les deux titres sont assez proches, mais il n'y a pas vraiment de lien. Le titre La Moindre des Choses, je le tiens de la lecture d'un livre d'une femme qui s'appelait Marie de Pucé, qui a écrit un livre magnifique sur Laborde, qui s'appelle Dieu gît dans les détails. Et dans ce livre, elle disait, si j'ai bonne mémoire, la psychothérapie institutionnelle, quelle barbarie ce mot. Lorsqu'on demande à Jean Houry c'est le fondateur de Laborde, lorsqu'on demande à Jean Houry ce que c'est, depuis 50 ans, il prend un air là et il dit, c'est la moindre des choses. Voilà.
Alors pourquoi tu es revenu sur cet enjeu-là de la psychiatrie aujourd'hui, après avoir déjà fait ce film il y a quelques décennies maintenant? Quelle était la nécessité de t'intéresser à ce lieu-là? Et j'imagine que ça passe aussi par l'INEDA. Et je reviens dans un lieu qui lui aussi incarne un peu ce courant de pensée, la psychothérapie institutionnelle. En effet, 28 ans après le tournage de La moindre des choses, mais c'est que, je dirais, tout bêtement, l'envie de revenir en psychiatrie me tenaille. Je suis... La moindre des choses est un film qui n'a cessé de m'accompagner, qui m'a permis de beaucoup réfléchir à mon propre travail, à ma démarche de cinéaste. J'ai trouvé, quand j'ai tourné ce film à Laborde, j'ai trouvé des idées, des concepts, plein de choses qui m'ont aidé à repenser mon propre cinéma. J'ai trouvé beaucoup de points communs entre la démarche qui était celle des soignants de Laborde et ma façon d'approcher les personnes dans les films. Au point que, voilà, des années après, j'ai de nouveau envie de faire un film en psychiatrie. Peut-être aussi parce que la psychiatrie, il faut pas mal le prendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, souffrent. Mais pour moi, qui suis en même temps un peu extérieur, c'est un lieu, un champ extrêmement... qui donne à penser tout le temps, qui donne à penser sur le monde, qui donne à penser sur nous, sur les tourments de l'âme humaine, sur nos limites, sur nous-mêmes. Très souvent, tu dis que tu t'y sens très bien. Oui, parce que quand... Tout dépend des lieux, mais quand on est sur un lieu comme l'Adamant, on est plutôt bien, parce qu'on est là, dans un lieu où on se parle. On se parle plus tellement aujourd'hui. Hein. On communique beaucoup dans le monde d'aujourd'hui, mais on se parle plus beaucoup. Il n'y a plus tellement d'endroits où on se parle comme ça, où on parle à des inconnus, où on parle à des gens différents de soi. Et ma foi, c'est bien agréable de se parler, de se risquer auprès des autres. Bien souvent, les autres nous font peur, on est dans le repli, on n'ose pas, etc. L'Adamant, c'est un lieu où, d'abord, c'est un lieu qui est beau. On s'y sent bien parce qu'on est au cœur de Paris. Il y a cette proximité de l'eau. On est au cœur de Paris, on a l'impression en même temps d'être ailleurs. Les espaces sont beaux, l'acoustique est belle, les matériaux sont beaux. Il y a ces péniches qui passent. Et c'est propice à se parler, à s'écouter, à essayer de peut-être s'approcher les uns des autres, faire des choses ensemble, inventer le quotidien de cet endroit. Au sein d'un collectif. Voilà, donc ça fait déjà beaucoup de raisons pour tourner dans un endroit comme celui d'Apia. C'est vrai qu'entre-temps, la psychiatrie s'est beaucoup dégradée aussi, et j'avais envie d'y revenir pour en témoigner d'une certaine manière, même si c'est pas un film qui dénonce, c'est plutôt un film qui énonce des choses. Alors c'est aussi un film qui assez clairement joue la carte de voir dans l'altérité la possibilité de s'y reconnaître en permanence, y compris parce que fondamentalement ce que tu montres aussi souvent, c'est la fibre artistique des patients. On s'interrogeait tout à l'heure sur quel était le meilleur terme, mais on les voit créer à la fois dans les ateliers peinture, dessin. La place de la musique est très importante et tu ouvres ton film là-dessus. Et il y a un rapport, y compris au cinéma, à son histoire, au ciné-club, etc. Enfin, donc la création extrêmement importante. D'ailleurs, il y a le bouquin qui est mis en évidence dans la bibliothèque qui veut dire la création en allemand, là, si je ne me trompe pas. Et donc il y a une espèce de mise en abîme de ce en quoi tu peux aussi te reconnaître, pas seulement par l'humanité, mais aussi par ce désir de création qui en fait aboutit, puisque ton film, du coup, leur donne
une visibilité, un partage. Voilà, je veux d'abord t'interroger là-dessus, sur pourquoi cette dimension-là te fascine, parce que visiblement il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, de cet esprit de création partagée avec les gens que tu filmes. Je ne sais pas si ça me fascine, mais en tout cas, toujours est-il que je suis de ceux qui, comme beaucoup d'entre nous, on tient dans ce monde de brut, si j'ose dire, grâce à la peinture, à la musique, au cinéma, au théâtre, à la danse, à toutes ces choses qui nous portent, qui nous élèvent, qui nous grandissent, parce que le monde est si dur. Et donc, c'est pas le privilège des gens qui fréquentent la Daman. On est tous, on est nombreux, très nombreux à être portés par la culture, l'art. Et donc, voilà déjà un point qui nous rapproche fortement. L'un des personnages dans le film raconte combien pour lui c'était essentiel, la bande dessinée, voilà. Mais au fond, pour beaucoup d'entre nous aussi. Et pour autant, un des enjeux, et on le sent bien, c'est de ne pas verser dans la naïveté de quelqu'un qui nierait l'ensemble des problèmes psychiatriques que certains rencontrent. Et du coup, l'une des choses les plus émouvantes dans le film, c'est la façon d'accueillir ces difficultés-là, de ne pas les nier, d'évoquer la possibilité de la violence, d'évoquer les voies extérieures et les méthodes qu'on emploie pour les repousser ou les affaiblir. Enfin, voilà. Comment tu trouves le juste dosage pour faire en sorte à la fois être dans l'accueil de cette humanité commune et en même temps de reconnaître cette humanité dans ses failles et dans ses délires parfois que connaissent un certain nombre de ses patients? Le montage, c'est quand même pour moi très 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 intuitif. C'est pas de l'ordre d'une théorisation du tout, ni du désir de... c'est pas du côté de l'intention, je dis souvent, et de plus en plus... il faut pas être dans l'intention quand on fait un film. Il ne faut pas que l'intention soit trop manifeste, soit trop présente, sinon on perd le cinéma. Dès que l'intention est un peu trop appuyée, on est dans le discours et plus du côté du cinéma. Et moi, il m'importe de rester de ce côté-là. Alors ça passe par des émotions, des regards, des silences, des questions de rythme, des questions de langage, d'accent, par ses visages, par la présence des uns et des autres. Ça, c'est très important. Et c'est souvent ce qui emporte les choses quand je suis au montage. Je ne suis pas au montage en me disant il faut que le film vienne dire ceci ou ça, quoi. On vous ramène souvent, là j'ai passé ma matinée par Zoom avec des journalistes japonais, puisque le film est coproduit par le Japon et va bientôt sortir là-bas, et presque tous les journalistes disaient mais c'est quoi le message du film? Et je suis démuni face à ça parce que un film, on ne peut pas se ramener à un message en quelques mots, un slogan presque. Enfin, alors oui, c'est bien souvent, il faut trouver des équilibres. Par exemple, là, dans ce film, je suis au sein je suis accueilli dans un collectif. Donc, dans un collectif de un tas de gens différents, singuliers, etc. Parfois, il y a 40, 50 personnes sur la Daman. Et il faut tout à la fois rendre compte de ce foisonnement d'idées, foisonnement de projets, foisonnement d'activités, d'ateliers, etc. Et en même temps, ne pas noyer le spectateur. Il ne faut pas qu'il y ait qu'on voit trop de monde, qu'il y ait trop de choses. C'est pas un catalogue.
Il faut donc prélever certaines choses, mettre l'accent sur... enfin, voilà, il faut inévitablement faire des malheureux aussi, parce qu'il y a des gens qui seront filmés, d'autres qui ne seront pas, ou presque pas, c'est compliqué, tout ça. Ça demande beaucoup de délicatesse au fond. Du coup, j'ai envie de poser une question à Linda, presque comme à la fois participante, mais aussi comme spectatrice du film. Qu'est-ce que Nicolas, dans le film Achevé, a réussi à capter de l'esprit de ce lieu et du travail collectif qui est mené? Et qu'est-ce qu'a priori n'apparaît pas dans le film de ce quotidien qui sont le vôtre sur le Vernon? Je pense qu'il y a une ambiance. D'abord une ambiance qu'on ressent, et c'est sans doute une des choses par lesquelles on essaye de soigner. Prendre soin des lieux, des personnes, par l'ambiance. L'architecture y aide, évidemment. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui transparaît, qui est distillé tout au long du film. Mais il y a aussi quelque chose que tu viens d'énoncer, Nicolas, au niveau de ta position de cinéaste, où tu rejoins Deligny d'ailleurs, qui parle de désintentionnaliser du côté du soin, de ne pas avoir trop l'intention de soigner ou de guérir, et que parfois on soigne un peu mieux comme ça. C'est ta position en tant que cinéaste, mais ça rejoint notre logique aussi. Et j'ai l'impression qu'on voit bien ça dans le film, qu'on prend des détours, qu'on est tous appelés, quel que soit notre statut, soignant, soigné, médecin, agent hospitalier, à pouvoir se déloger de notre statut pour prendre des initiatives, faire un pas de côté. On peut tenir le bar en étant médecin, en étant patient, et ça fabrique quelque chose du quotidien, parce que c'est vrai, c'est un très bel endroit, mais ça peut être une coquille vide. Il faut quand même inventer la vie quotidienne qui va avec, jour après jour. Et ça ne va pas de soi. C'est un travail collectif de toute une équipe, et j'entends Frédéric là-haut. Nous sommes des inventeurs, oui. Des inventeurs de formes de vie nouvelles, ben sans doute. Il y a quelque chose comme ça qu'on ressent bien. Il me semble, dans ton film, Nicolas, qu'il y a quelque chose qu'on est obligé d'inventer, et que ça emprunte ces détours-là. Ce qui transparaît pour moi aussi, mais c'est difficile cette question, parce qu'il y a évidemment plein de choses qui sont du côté de l'indicible, de l'invisible. Mais il y a quelque chose qui me frappe très fort dans ce film, et comme Stéphane, tu as parlé de la moindre des choses, il y a quelque chose qui est encore plus aigu, à mon sens, que dans la moindre des choses, c'est l'accueil des visages. C'est l'hospitalité, l'accueil inconditionnel du visage, quand même accent très lévinassien. Et en effet, c'est une psychiatrie pas du tout élitiste. Nous accueillons tout le monde. Nous essayons d'accueillir tout le monde des 4 premiers arrondissements de Paris. Je l'ajoute très vite parce que sinon on va être envahi. Voilà. Et avec plein d'autres choses. Mais il y a cette dimension-là, et de l'écoute mais c'est ce brouillage de pistes, de cette sacro-sainte normalité, qu'est-ce que c'est? Ça, je trouve que... Voilà, mais c'est une question... Il ne reste pas sur le côté, viens. Au passage, puisque tu parlais de la place des uns et des autres et de l'interchangeabilité possible, moi j'aime beaucoup l'effet d'écho, ça c'est pour le coup construit par le montage, entre la question d'aller de l'autre côté du bar, qui est une invitation, et tout à coup la place se renverse, et effectivement le patient peut se mettre à être serveur, etc., qui se rejoue quand même dans la dernière scène avec Catherine, quand elle propose de donner des cours et de s'occuper enfin du corps et plus seulement du langage, et où les soignants, eux, sont là en nécessité d'avouer leur timidité sur le fait d'aller jusqu'au bout de la démarche, qui est effectivement de confier à quelqu'un la responsabilité du groupe et ce travail-là sur le corps. Et c'est vrai que Catherine vient nous secouer, et elle interroge toute cette logique de la fonction soignante partagée, quel que soit notre statut. Elle pousse un peu plus loin encore les choses. Et c'est vrai que dans notre pôle, on a
une association d'aide à la santé mentale, le club, où en effet, chacun, quel que soit son statut, on est appelé à prendre des initiatives et à inventer le quotidien, mais elle va encore un peu plus loin. Et la réponse d'Arnaud est une réponse de travail. Ça ne veut pas dire on se laisse modifier en effet par ce qu'elle questionne, sans pour autant tout de suite y coller, parce qu'il y a toute une idéologie aussi contemporaine qui peut être vide, qui peut être vidée aussi du sens, mais elle nous met au travail, quoi. Et en effet, ça rejoint une des dimensions dans ce pôle qu'on essaye. C'est que des tentatives, hein. L'idéal, ça n'existe pas. Mais on essaye de balayer un peu devant notre propre porte, quoi. Et elle nous aide, là, à balayer. Qu'est-ce que vous fabriquez, hein, au fond. Et voilà. Je pose une petite dernière de cinéma pour Nicolas, et après je passe la parole à la salle. Moi j'aime beaucoup un des premiers plans au début du film, alors j'aime beaucoup toute la séquence sur la bombe humaine de téléphone que j'adore chanter à tue-tête, mais j'aime beaucoup aussi ce moment où on filme la d'avant de l'extérieur, où tout à coup tu zoomes pour t'approcher du lieu, parce que quelqu'un qu'on croyait faire les 100 pas à l'extérieur, complètement extérieur à la structure, finalement se dirige, prend la passerelle et y entre, ce qui est une façon de nous faire rebasculer à l'intérieur et ensuite y rester, vraiment. Et je suis très très sensible, notamment pendant cette ouverture du film, au travail sur le son, y compris parce qu'il y a un truc saisissant au point même que je m'interroge en me disant mais peut-être qu'il en a rajouté, c'est pas possible qu'en captant réellement les choses sur le fait, Paris soit à ce point inondé de sirènes de police. Il y en a partout, tout le temps, et d'ailleurs parfois il y a un bateau de police qui circule à côté de la d'avant. Ce qui produit vraiment un effet sur le spectateur, je crois, c'est que l'asile de fous, pour le coup, il est dehors, quoi. Et que la violence du monde, elle se joue beaucoup dehors par la puissance du son. La folie n'est jamais là où on croit. Oui. D'ailleurs, oui, pardon. Stéphane, il est grand temps qu'à ton âge, tu fasses le distinguo entre les sirènes de police, les ambulances. Oui, c'est vrai, tu as raison, il y a tout ça. On est tout près de la pitié. La pitié est pas loin. Et donc il y a tout le temps des ambulances qui passent. Tout le temps. C'est bien plus que... J'ai rien rajouté, hein, bien sûr. Donc ce sont des urgences, mais plutôt médicales. Oui. Oui. Merci, tu viens de m'apprendre. Allez, qui s'y colle? Première question ou réaction? Ouais. C'est chouette de vous voir tous. Vous êtes restés courageusement. Ça fait plaisir. La première question, c'était sur le nom du lieu, si ça avait un sens particulier. Et ma deuxième question, c'est est-ce que ce film a été projeté aux personnes de l'Adamant? En partage, je vais répondre sur la première partie. Alors, le nom a été choisi par un vote dans les années 2005, quand on a travaillé à l'élaboration de ce projet-là. Et il y a eu plusieurs propositions de noms, plus loufoques, plus sobres. Et notre chef, à l'époque, aurait aimé l'appeler l'utopie. Nous n'aimions pas trop ça. Et puis, à la dernière ronde, restait Utopie et l'Adamant. Et c'est finalement l'Adamant, et d'ailleurs notre Éric Piel, donc celui qui a fondé cet endroit, on est maintenant très content. Et à la limite, personne ne savait ce que ça voulait dire. Mais l'idée était plutôt quelque chose qui ne veut dire rien, d'une telle façon que ça puisse être un réceptacle. Attendez, Frédéric, vous me laissez finir. Je parle au départ. Quelque chose qui ne veut rien dire, et que ça puisse être un écran de projection de quelque chose qu'on construit ensemble, comme un air transitionnel, voilà, etc. Et petit à petit, on a découvert que en anglais, ça veut dire catégorique, inébranlable, qu'au niveau minéralogique, c'est le cœur de diamant ou le diamant brut, et encore que c'est le nom d'un groupe de musique dans les années 80, Adam Ant, qui d'ailleurs a écrit son autobiographie sur sa bipolarité
etc. Mais à l'origine, ce qui plaisait beaucoup, c'était cette espèce de signifiant vide qui interpelle comme ça. Alors, deuxième question. Le film a été... Nous avons montré le film, bien sûr, aux passagers, à l'équipage de l'Adamant, et plus largement étaient invités là des gens qui fréquentent ou travaillent dans le pôle psychiatrique Paris-Centre. C'est récent, c'était le 11 mars. Moi, j'ai terminé le film fin octobre, et bien sûr, j'aurais souhaité au départ le montrer beaucoup plus tôt, mais comme on a décidé de le présenter à la Berlinale, il fallait garder l'exclusivité pour Berlin, et donc on n'a pas pu le montrer tout de suite. Mais voilà, on a fait une projection dans une salle parisienne au cinéma du Panthéon, donc tout récemment, il y a 2 semaines. Et ça a été une très très belle projection, très émouvante. On a partagé un verre après tous ensemble. Et moi j'ai été très touché par les réactions, et notamment une des toutes premières quand la salle s'est rallumée. Un habitué de l'Adamant s'est précipité vers moi et m'a offert son nounours de quand il était enfant, et en clin d'œil à l'ours de Berlin, et ça m'a profondément ému. Ça me permet de glisser le temps de passer le micro, qu'il y avait un autre documentaire français extraordinaire qui n'était pas en compétition à Berlin, qui a fait l'ouverture d'une des sections parallèles, qui est Notre corps de Claire Simon, qu'on devrait accueillir, si tout va bien, pendant le Festival du film de Montreuil fin septembre. Je pense qu'un certain nombre de gens vont avoir leur vie modifiée par ce film. On parle très sérieusement. Je pense qu'on n'a jamais parlé comme ça du corps des femmes, puisque c'est les sujets du film. Ça dure presque 3 heures et c'est absolument bouleversant. Bonsoir. Moi, j'avais récemment, là, j'ai vu un film sur Saint-Alban, qui était un peu finalement le berceau de la psychiatrie institutionnelle, ou de la psychothérapie institutionnelle. Et une des choses que vous avez dit sur lesquelles j'aimerais bien vous entendre un peu plus, c'est une des raisons pour lesquelles ça a marché à Saint-Alban, c'est qu'en gros, il fallait quand même bien bouffer, quoi. Donc voilà, le fait de devoir créer de la nourriture et de travailler, ça a permis aussi qu'il se passe quelque chose de particulier. Et là, ce que vous disiez, c'est ça ne suffit pas d'avoir un lieu dans lequel on se sent bien, où l'atmosphère a été réfléchie et où on fait des trucs ensemble. Il y a des choses qui marchent. Enfin, il faut un peu réfléchir, il faut quand même un peu théoriser le lieu pour qu'il se passe quelque chose aussi de thérapeutique. Et enfin, c'est en tout cas ce que j'ai entendu dans ce que vous avez dit. Et j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Sur qu'est-ce qui fait qu'un lieu comme ça peut vraiment... le soin fonctionne, quoi. Mon sentiment, c'est que l'Adamant est un lieu effervescent, inventif, qui est condamné à inventer pour ne pas mourir, au fond. Ce sont des lieux où, d'abord, c'est un lieu très ouvert. Viennent là passent là toutes sortes de gens. Il y a des invités, on invitera un philosophe, une romancière, un musicien, etc. Des gens viennent raconter ce qu'ils font, échanger avec les uns et les autres. C'est donc un lieu qui est perpétuellement tourné vers la ville, vers la cité, vers le monde, et donc nourri par tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'y raconte. Et au fond, Linda disait à l'instant, il s'agit de soigner l'ambiance. Ce qui compte, c'est l'ambiance. Mais en effet, ce courant dit psychothérapie institutionnelle, c'est ce courant qui notamment considère que pour faire du soin, il faut aussi soigner l'ambiance, c'est-à-dire éviter à l'institution de tomber dans tout ce qui peut la menacer perpétuellement. Et ça vaut pour toutes les institutions. La routine, la répétition, la bureaucratie, la répétition, oui, l'infantilisation, enfin, et
le fait que cet endroit travaille perpétuellement, au fond, essaie de travailler sur lui-même, pour éviter ça, fait que le désir reste vivant. Il s'agit de ça, au fond, faire en sorte que le désir reste vivant. Oui. Non, tu l'as très bien dit. Toutes les institutions se ressemblent dans la production des maladies, au fond, dès qu'il y a du groupe. Mais c'est dans le traitement de ça il y a la différence. Tu l'as très bien dit. Allez-y. Oui, j'ai deux questions à poser qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Parlez bien devant le micro. Je ne sais même pas si mes deux questions ont un intérêt, mais il y a quelque chose qui me... Par exemple, pourquoi dans le film, est-ce que c'est pour le film, à un moment donné, par exemple, cette actrice, oui, comme vous voulez, les patients, qui avaient les cheveux longs, ont tous été chez le coiffeur apparemment. Et une autre question, c'est, il y avait deux tableaux à un moment donné, quand on entendait, je ne sais plus si c'est un musicien, il y avait deux tableaux au fond dans l'ombre, je les ai trouvés merveilleux, et j'aimerais bien les revoir en vrai. Voilà. Alors ça, je ne peux pas vous promettre de vous remontrer ces tableaux. Je sais pas. On a prévu une vente aux enchères à l'issue de ce débat. Non, les cheveux, vous savez, j'ai tourné sur une période assez longue. Le film s'est étalé sur 7 mois. C'est beaucoup, donc les gens peuvent changer de vêtements. Il n'y a que Nicolas qui ne change jamais de coiffure, en fait. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Je voudrais demander, que pensez-vous des groupes d'entraide mutuelle, les GEM, et aussi qu'est-ce que vous pensez surtout, moi je me sens concernée par ça, des établissements de services et d'aide par le travail. Merci. Qu'est-ce que c'est la question derrière la question? L'établissement de services et d'aide par le travail, c'est pour les personnes qui ont des problèmes psychiques et qui travaillent à temps plein ou à mi-temps. Et quand je fais un temps plein, par exemple, moi j'étais en bureautique et pendant 14 ans, et puis après ils m'ont viré, quoi. Et donc moi j'étais payé 700 € par mois, avec 200 € d'âge en plus. Et comment voulez-vous survivre avec ça? Et en plus on devait faire les toilettes, on devait aller au conditionnement. Ouais, c'est vraiment un esclavage moderne, quoi. Et ça, on n'en parle pas souvent dans les médias. Et les groupes d'intervention mutuelle, c'est je voyais le monsieur là, qui jouait du piano, là, comment il s'appelle déjà Il y a Marc Nociel. Oui, voilà, et lui était avant au GEM avec moi, du Enfer, et il l'a fermé, quoi. Il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est pas non plus génial, quoi. Ah, mais le génial, ça n'existe pas. En plus, les ESAT, c'est on est au milieu protégé, soi-disant, et puis non, puisqu'ils virent comme ils veulent. Hein. Oui, puis dès qu'on fait des remarques ou pas, on n'a même pas le droit de s'exprimer, quoi. On n'a pas le droit d'être syndiqué, déjà, on n'a même pas le droit au chômage, donc vous voyez. Les groupes d'entraide mutuelle, je connais un peu plus que les ESAT. Vous ne connaissez pas les ESAT, ça c'est un problème. Ouais, Je suis psychiatre et puis pas les ESAT. Et dans les ESAT, il y avait un psychiatre et il m'a viré avec la directrice. Donc voilà, et il me parlait tout le temps, après il me vire. Donc c'est pas très logique tout ça. Excusez-moi, hein, il y en a beaucoup qui sont dans les ESAT. Oui, il y a beaucoup d'ESAT sur Paris. En banlieue aussi. Et à Montreuil, il y en a qui a plus d'eau potable. Oui, j'arrive, c'est tout au fond. Merci pour votre témoignage. Oui, bonsoir. Alors, moi, j'aurais un commentaire assez personnel sur votre film. En fait, j'ai vu dernièrement un documentaire sur Picasso et il montrait que
aux sculpteurs officiels du nazisme qui construisaient des statues d'hommes très puissantes, très fortes, parfaites, très musculeuses comme ça, Picasso a fait une réponse avec une statue de pierre morcelée comme ça et d'un homme fragile qui portait un agneau. Et en fait, votre film, ça me paraît être la réponse en effet à un monde très brutal dans lequel on est aujourd'hui. On a des gens quand même là, les idiots de la Silicon Valley qui nous vendent l'intelligence artificielle, des choses qui pourraient rivaliser avec l'homme, et donc une sorte d'injonction à être toujours plus performant, plus efficace. Et on a l'impression qu'on est en train de construire des sociétés où on n'aurait de place que les gens efficaces et performants, et auraient le droit au confort, là où les gens fragiles n'ont pas le droit à la vie, doivent rester isolés, cachés, etc. Alors, voilà, votre film, en tout cas, ça me paraît être une très bonne réponse de rappeler qu'on est tous vulnérables, qu'on va tous passer par des moments de vulnérabilité, soit pour nous, soit pour nos proches à accompagner, et qu'il faut absolument qu'on mette en place des sociétés où les gens vulnérables aient le droit de vivre, des espaces de vie et des espaces de lien social. Merci. Oui, merci beaucoup pour ce film. Vous avez parlé tout à l'heure de désintentionnaliser les idées qu'on veut. Quand on cherche à faire un film, on nous demande de donner nos intentions et de faire des notes d'intention. Et c'est grâce à ça qu'une personne va juger si le projet est viable ou s'il se... Et c'est vrai que donc, du coup, moi, ça m'a fait un petit peu... voilà, ça m'a fait questionner un petit peu. Si vous pouvez juste développer sur ce point-là, de désintentionnaliser dans un contexte de production de films où on demande justement d'aller triturer ces intentions et qui vont être le code génétique du film à faire et à devenir. J'ai l'impression que ce que demandent beaucoup de financeurs, décideurs, producteurs, commissions d'aide et de tous ces gens qui décident de la vie ou la mort des films sont bien souvent vous demandent de mettre en avant ou s'intéressent au sujet. C'est ça presque plus que l'intention qui compte pour eux. C'est le sujet. Est-ce que c'est un bon sujet? Est-ce que c'est pas un bon sujet? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais sujet. On peut faire un beau film sur un sujet peut-être banal, anecdotique, dérisoire, et on peut faire un très mauvais film sur un sujet, sur un grand sujet. Donc pour moi, c'est pas tant la question du sujet qui compte, j'oppose souvent le terme de projet. Ce qui m'importe, c'est qu'il y ait un projet, au sens où qu'il y ait la promesse de quelque chose quand je fais un film. J'ai besoin d'un point de départ fort. Au-delà, ce qui compte, c'est la perspective que quelque chose pourra arriver, qu'une rencontre aura lieu, que quelque chose va se passer entre eux et moi, eux et nous, eux. Celles et ceux que je voudrais filmer, je voudrais approcher, qui est une petite femme, quelque chose qui nous approche. Voilà. Après, sur cette question d'intention, peut-être je devrais un peu nuancer ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ce que je veux dire, c'est que quand l'intention est trop visible, on a toujours des intentions, bien sûr, quand on fait un film. Mais si cette intention est trop visible, trop appuyée, c'est là qu'il me semble que on commence à penser à la place des autres, on commence à penser à la place des spectateurs, on commence à dire aux spectateurs ce qu'il doit voir, ce qu'il doit regarder, ce qu'il doit penser. Et c'est de ça dont je me méfie. Moi, je dis aujourd'hui que, je parle là de moi, de ma façon d'approcher les choses, plus j'avance, plus
le fait d'improviser est une nécessité pour moi, une nécessité éthique, je le dis comme ça, parce que il s'agit de, quand j'arrive quelque part pour y faire un film, il s'agit au fond d'être au diapason, d'être à l'écoute de ce qui se passe, et non pas d'arriver avec une intention, avec l'idée de dire ça, de prouver ci, et du coup, pour y arriver, je vais domestiquer le réel, je vais le plier pour qu'il illustre mon intentionnalité. Vous voyez, donc, je cherche pas trop à... Je sais que si je viens sur l'Adamant, je vais rencontrer des gens. Je sais pas quand, je sais pas qui encore. Ça va se faire petit à petit. Il y a des gens que je vais rencontrer rapidement, d'autres que je vais découvrir peut-être sur le tard. C'est très variable tout ça, mais quelque chose peut se passer là. Mais je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas très bien ce que va raconter le film au moment où je me lance dans le projet. Et ça, j'aime ça, ne pas trop savoir. Je cite souvent Julien Green qui disait j'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans. Et moi, je lui emprunte volontiers cette formule parce que je trouve qu'elle me correspond tout à fait. Je ne sais pas trop ce que je vais... Et puis, vous savez, quand on fait un film, eh bien, une fois qu'on l'a terminé, il est loin d'être fini, au sens où on n'a pas épuisé ce qu'il raconte, et on apprend plein de choses sur ces films, grâce au regard des spectateurs, des critiques, de ceux qui voient le film et qui viennent nourrir votre propre vision sur ce que vous avez fait. Il ne faut pas croire que les cinéastes maîtrisent ce qu'ils ont fait. On maîtrise peu de choses. Mais par contre, le film, chacun s'en empare, peut y voir des choses que le cinéaste lui-même n'aura pas vues. Et ça, c'est trop beau quand vous apprenez des choses sur votre propre film, de la bouche d'un spectateur ou d'une spectatrice, il n'y a rien de plus beau. Je trouve qu'il y a une vertu transmutatoire du film que tu as réalisé, comme la musique des Pink Floyd ou les tableaux de Picasso. Tu as réussi quelque chose d'exceptionnel. Justement, ne cherchons pas à savoir. Moi, le film m'a guéri en réalité. Donc, je suis guéri. C'est bonne nouvelle. Merci Frédéric. Avant, j'ai pu voir seulement Être à avoir. Oui. Et puis j'ai vu celui-ci. Oui. Pardon, je ne voudrais pas parler trop fort. J'ai été très touché par les portraits dans ce film. Et aussi par l'intensité de ce que vous avez trouvé, si je peux m'exprimer ainsi. Mais le souvenir que j'ai d'être à voir, permettez-moi de parler ainsi, héberger toutes les saisons. Dans celui-ci, quand le film est fini, je me suis dit, mais pourquoi ici l'hiver dure si peu? Pourquoi l'hiver ici dure si peu longtemps? Dans le sens, quand j'avais vu Être à voir, j'avais l'impression que dans la vie de ces enfants, il y avait leur futur, la mort, la maladie, la fraude, le noir, et aussi la mensonge de l'existence. Et quand j'ai vu celui-ci, c'est comme si un aspect terrible de ce qui m'apparaît comme une autre manière, dans les institutions aussi, mais dans notre stigmate ordinaire, de voir
les problèmes psychiatriques, qui détruit en quelque manière aussi les personnes. Cet aspect noir est réduit, est tout nombre, mais n'est pas là dans toute sa couleur noire. Voilà. Pourquoi j'ai cette impression? Pourquoi dans ce film, dans ce sens-là, l'hiver finit, et la saison commence. L'hiver sont vraiment les dernières images de l'hiver qui arrive à la demande, mais n'est pas si présent. Je ne maîtrise pas la météo, j'ai cherché le brouillard pendant longtemps. Je voulais vraiment que le film se termine dans le brouillard, je l'aurais souhaité beaucoup plus dense, beaucoup plus épais. J'ai regardé, je me suis levé pendant 2 mois à 5 h du matin pour guetter le temps. Il n'y avait pas de brouillard dans Paris. Très peu. Il n'y a plus de brouillard dans Paris. La ville est trop chaude. On trouve encore du brouillard dans les banlieues. Dans Paris même, il n'y en a plus. Et j'avais envie de terminer ce film dans cette atmosphère de flou qui viendrait un peu métaphoriquement nous dire que cette frontière entre ceux qui sont comme ci et ceux qui sont comme ça, elle est poreuse, elle est malléable, elle est floue, elle est mouvante. Éloge de la brume, éloge du brouillard. Oui, je voulais savoir si Catherine avait fait son atelier de danse, si c'était le cas, est-ce que ça avait duré, est-ce que c'était... Alors, Catherine est tombée malade peu après et elle est décédée. Et voilà, mais il faut que vous sachiez que cette question qu'elle pose a été, dans les semaines qui ont suivi cette séquence, elle a été discutée avec elle. Voilà, et puis le sort en a décidé autrement. Je voulais vous remercier beaucoup. Ah, pardon. Je connais bien l'Adamant et je l'ai retrouvé là. Ce qui est le plus marquant pour moi, c'est le temps de la rencontre. On peut, que l'on connaisse ou non la psychiatrie, rencontrer des personnes qu'on ne rencontre pas beaucoup habituellement, et les rencontrer à leur rythme et à votre rythme. Et dans les séquences, ce temps de la rencontre est très fort pour moi parce qu'il laisse beaucoup d'inconnus. On a l'impression, quand on voit, qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et même on peut avoir l'idée que vous-même ne le savez pas forcément. Oui. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Bion et qui dit que la symbolisation et la rencontre, c'est une inconnue à découvrir. Et je pense que c'est lié à la façon dont vous allez jusqu'au bout des visages, des regards, jusqu'au bout, jusqu'à l'anxiété aussi à certains moments. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va nous être délivré? Qu'est-ce qu'on va rencontrer? C'est un choc, la rencontre aussi, toujours. Et pour une fois, dans ce monde qui va très vite, on prend le temps. Et c'est pour ça, en fait, qu'on rencontre des personnes et un lieu. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est peut-être le moment de préciser que c'est non seulement un film, mais prochainement un triptyque. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu comment se prépare, ou se préparera bientôt, la suite des 2 autres épisodes? J'étais parti pour tourner un film sur l'Adamant, et en cours de route, j'ai souhaité aller rendre visite à des personnes qui venaient sur l'Adamant d'une manière un peu irrégulière, pas très souvent, que vous avez vu dans le film. Je pense à Olivier, cet homme qui dessine ses 2 filles, ses 2 petites filles, ses 2 petites jumelles. Je pense à François, cet homme qui chante la bombe humaine et qu'on retrouvera plus tard sur le pont en train de parler des médicaments et de tout un tas de choses. Il venait assez irrégulièrement sur l'Adamant. J'ai eu envie à certains moments d'aller les voir. Je suis allé les voir à l'hôpital. Et
J'y ai passé du temps, j'ai rencontré d'autres patients qui étaient bien contents de trouver quelqu'un avec qui bavarder, puisque les infirmiers sont souvent trop pris sous tension, n'ont bien souvent plus trop le temps de s'occuper de papoter avec les gens. Donc j'ai rencontré d'autres personnes. Bref, ces visites, petit à petit, se sont transformées en repérage, au point que j'ai eu envie de tourner un deuxième film là. Et donc ce film est tourné, il est en cours de montage. Il sera... alors, en fait, l'Adamant dépend du pôle Paris-Centre, mais le pôle Paris-Centre, c'est aussi 2 CMP, 2 unités hospitalières à Charenton, à l'hôpital Esquirol. Voilà, c'est donc là que j'ai tourné un deuxième film qui sera construit davantage sur des conversations entre soignants et patients, puis quelques réunions. Et puis, en cours de route aussi, j'ai souhaité à un moment accompagner des infirmiers, des soignants qui travaillent sur l'Adamant au cours de visites à domicile. Et il y aura donc un 3e film chez des personnes. Voilà. Alors ces 2 films sont en montage. Le montage est un peu suspendu puisque j'ai beaucoup de... je m'occupe là maintenant de la sortie de l'Adamant. Mais dans quelques mois, peut-être, oui, voilà. Et au moins le second sera dans les salles, j'espère. Les 3 films seront, c'est important de le dire, c'est pas la suite. Ces 3 films complètement autonomes. On pourra voir le 2e sans avoir vu le 1er ni le 3e et inversement. Ce sera une excellente occasion pour te réinviter. Merci beaucoup Nicolas Philibert, merci Nina de Viter.